Mesdames et messieurs, merci à nouveau d'être nombreux dans cette salle du Palais polyvalent des sports de Yaoundé à l'occasion de ces conférences qui accompagnent la 10e édition du Salon de l'action gouvernementale, le SAGO 2021. La règle, la proximité sera encore respectée avec comme intervenant un acteur majeur dans le développement du Cameroun qui a accepté faire le déplacement du Palais des Sports pour venir répondre aux nombreuses questions des Camerounais. Et la question centrale ce jour est celle liée à l'accès au logement. Plusieurs acteurs ont été déployés par les pouvoirs publics pour faciliter l'accès au logement. L'ensemble de ces acteurs proposent des solutions et généralement dans l'entendement populaire se tissent quelques grosses confusions. Qui fait quoi? Qui doit faire quoi? Notamment en matière du financement de l'accès au logement. Et vous l'avez compris, on va parler de ce financement de l'accès au logement et nous avons le plaisir d'avoir comme invité Monsieur le directeur général du Crédit foncier du Cameroun qui a personnellement fait le déplacement pour répondre à l'appel du SAGO, pour répondre à l'appel des Camerounais, pour répondre à l'appel du chef de l'État. Faites et dire ce que vous faites. Jean-Paul Missy est avec nous. Monsieur le directeur général, merci d'être là et bienvenue. Merci bien. Tout à l'heure, vous allez nous présenter la structure que vous dirigez, le Crédit foncier du Cameroun, et le public ici, qui a déjà stylo calepin en main, posera quelques questions et vous comprendrez que c'est le Cameroun qui va s'exprimer tout à l'heure. Avant d'ouvrir cette phase qui vous donnera en priorité la parole et celle consacrée aux échanges, nous allons marquer un petit temps d'arrêt pour revivre ce qui habille cette édition, la 10e de Salon de l'action gouvernementale. Un rendez-vous à ne pas manquer, comme c'est dit dans ces bandes. La première, c'est encourager, n'est-ce pas, les organisateurs du SAGO. Le SAGO doit être pérennisé. C'est une initiative à renouveler. Parce que les gens n'ont pas toujours le courage d'aller dans les administrations. Cela démontre que le citoyen a à cœur de savoir ce qui se passe dans les affaires de la cité. La fiscalité n'est pas en marge de l'action gouvernementale. Le Cameroun ne peut pas être un pays émergent sans les sciences. Le gouvernement a besoin de l'appui de ces PME. Le SAGO était pour nous une opportunité à saisir. Montrer aux populations ce que nous faisons. Non seulement de faire bien, mais de pouvoir le dire. Dire ce que nous faisons de bien. Our world today is full of uncertainty. But then, do we really need to be worried? If the infrastructures that are built today could bring development to our regions, if the opening up of our business to the world could be expanded, if more avenues to bridge the gap between our cultures could be explored, what then if we had no cause to be worried? Our government, through the 2020-2030 National Development Strategy, is even more than in the past, showcasing its resolve to really take us a step further. For each one of us to elude the greatness and unity of our country, Cameroon has to count on its young people with promising ideas, those willing to fulfill their aspirations and ready to serve. Distinguished citizens, institutions, you are highly invited to be part of the 10th edition of the Fair on Government Action from the 25th to the 31st of July 2021 at the Yaoundé Multipurpose Sports Complex. For further information, please contact the event agency Mon Communicateur, the government's agent. Salon de l'action gouvernementale, la vitrine du Cameroun. Avec le Crédit foncier du Cameroun, devenir propriétaire de votre logement, c'est possible. Être jeune et accéder au logement, c'est possible. Développer votre société de promotion immobilière, c'est possible. Développer l'habitat dans votre collectivité, c'est possible. Oui, c'est possible avec le Crédit foncier du Cameroun. With Crédit foncier du Cameroun, getting access to your home. Yes, we do it. You can be young and have access to a home. Yes, we do it. Setting up your real estate company? Yes, we do it.
develop housing in your municipality. Yes, we do it. Yes, we do it with Crédit Foncier du Cameroun. Ça, tu penses que tout ce que tu fais depuis, je ne te vois pas? Je fais quoi? Et même si je fais quoi? Qu'est-ce qui te regarde même dans ma vie? Ça, je te connais. Dès que tu vois quelque chose sur les réseaux sociaux, tu cours vite dans le bar ou la maison la plus proche pour aller ventiler de la fausse information. Et tu dois laisse-moi ça. Ça te fait mal au? Ah, ouais, donc pourquoi les players du Mbolé ont failli te tuer la dernière fois pour avoir financé un concours qui n'a même pas été lancé? Ce n'est pas ton pays. Voilà. Donc Zach, au lieu de demeurer donc ignorante ou avoir toujours honte après avoir ventilé de la fausse information partout, allons au SAGO, Salon de l'action gouvernementale. Et là, tu auras en face de toi des ministres et autres administrations à qui tu pourras poser tes questions directement. C'est au Palais des Sports de Yaoundé, du 25 au 31 juillet 2021. Les questions sur les infrastructures. Oui. La gouvernance, l'économie, les transports, la justice. Ouais, ça, même les questions sur coronavirus, le vaccin. Toutes les questions auront des réponses parce que tu auras en face de toi les acteurs concernés. J'aurai les ministres de ce pays en face de moi. Mais pourquoi ne pas? J'espère qu'ils vont répondre à mes questions. Exact. Ils seront là pour ça. Et tu sais que la vérité est bonne lorsqu'elle sort de la bouche du prophète lui-même. Alors tu vas continuer ton porte-à-porte là pour inviter tous tes voisins à venir à ce salon qui réunit tout le Cameroun autour de son gouvernement. Ok. Salon de l'action gouvernementale, la vitrine du Cameroun. Bon, maintenant, pose-moi toutes tes questions. S'il te plaît, je venais de poser avec les ministres de ma République. Tu as posé toutes tes questions. Et j'ai eu les réponses. Exact. Ça sera donc comme ça jusqu'au 31 juillet 2021, ici au Palais des Sports. Maintenant qu'on a fini, on peut donc rentrer. Qui? Zéro. Hein? Je fais d'abord le tour de tous les stands. On ne sait jamais. Salon de l'action gouvernementale, la vitrine du Cameroun. Plein feu ce jour donc sur le crédit foncier du Cameroun. Le thème de ces échanges, financement du logement au Cameroun. Et on vous l'a dit, il a accepté puisque c'est le prophète lui-même qui va s'exprimer. Celui qui gère ce domaine dans notre pays, monsieur le directeur général du crédit foncier du Cameroun. La parole est à vous pour nous présenter dans votre propos liminaire cette structure et les différentes possibilités, parce qu'on l'a entendu tout à l'heure, tout est pratiquement possible avec le Crédit foncier du Cameroun. Écoutez, je commencerai par remercier les organisateurs de cette conférence, parce que c'est une opportunité exceptionnelle qui permet d'avoir un contact direct avec l'opinion qui souvent a des clichés sur ce que fait le gouvernement ou les institutions publiques. Et donc je me réjouis d'être là et je voudrais souhaiter bon après-midi et bienvenue à tous les téléspectateurs et les participants à cette conférence. Avant de décliner l'identité du crédit foncier, je voudrais surtout souligner le caractère exceptionnel de cette tribune qui donne à ce livre un exercice de communication publique, c'est-à-dire valoriser l'action du gouvernement ou l'action des pouvoirs publics. À cet égard, je crois que l'exercice confirme l'option pertinente de la gouvernance moderne en termes de transparence, en termes de communication. Et je crois que nous devons nous réjouir de cela. C'est donc avec beaucoup de plaisir et de spontanéité que nous allons nous livrer à cet exercice-là. Pour en venir au thème, je dois convenir qu'il y a un thème central, je crois, du DSE à la SDN 30, qui donne une perspective du développement du Cameroun avec à l'échéance 2035, qui est le stade de pays émergent. Et donc on s'inscrit dans cette trajectoire pour décliner à d'autres niveaux quelle est la contribution d'une institution publique comme la nôtre qui est dédiée au financement de l'habitat.
Et donc, on va aborder la question dans cette logique-là. Pour présenter le crédit foncier, je dirais en bref, c'est une institution publique à caractère bancaire qui a pour mission principale de financer l'habitat de manière générale, l'immobilier, mais surtout l'habitat social, en mobilisant des ressources, en les mettant à la disposition des différents acteurs, qu'il s'agisse des agents immobiliers, des promoteurs immobiliers, des acquéreurs, de l'État ou même des collectivités territoriales décentralisées. Donc on voit qu'on a une palette large de cibles qui sont concernées par les prestations du crédit foncier. Les ressources du crédit foncier proviennent de ce qu'on appelle communément la contribution du crédit foncier, que tous les salariés connaissent parce que dans leur bulletin de paye, il y a une rubrique mentionnée contribution du crédit foncier. Donc, à partir de ce moment, on comprend que le crédit foncier a une mission d'intérêt général. Et cette mission est la traduction de ce qu'a voulu le législateur en instituant cette contribution. Le législateur a voulu mettre en exergue la solidarité nationale pour que les contributions des uns des autres puissent servir au financement de l'habitat pour tout le monde. Il se dégage à partir de cet instant-là un principe simple de droit, l'égalité d'accès pour tout le monde. Les critères d'éligibilité, c'est notre affaire, nous en parlerons. Mais sur le principe, tout le monde peut avoir accès au crédit. Donc voilà en résumé un peu ce que fait le crédit foncier. Maintenant, pour en venir au thème lui-même, je voudrais organiser ma communication en 3 parties. La première, je vais camper le financement de manière générale, le financement du logement de manière générale, autour de 3 questions, 3-4 questions. Ensuite, je vais aborder les contraintes du financement du logement, parce que si la question est posée en ces termes, c'est que de manière sous-jacente, il y a des problématiques qui contrarient le financement. Il y a des défis et des contraintes qu'il faut mettre en exergue. Et je crois que c'est là l'intérêt de ce salon, parce que non seulement on met en relief l'action du gouvernement, l'action des pouvoirs publics, mais on explique aussi quels sont les enjeux, les défis qu'il y a derrière les problématiques, qui sont souvent très complexes et dont la compréhension échappe et ne permet pas d'apprécier la bonne mesure de l'action du gouvernement. Donc je vais aborder dans cette communication les défis et les contraintes du financement de logement. Et je terminerai ma communication par une ouverture sur les perspectives en me référant au document phare qui est la stratégie nationale de développement 2030. Et donc, voilà un peu schématiser la manière dont nous allons échanger pour que nous puissions comprendre qu'est-ce que le gouvernement fait en matière de financement de logement. Alors, je vais peut-être commencer par 3 questions qui vont être le fil conducteur de notre communication. La première, c'est qui finance ? Qui finance, qui pourvoit au financement du logement au Cameroun ? On peut se référer aux expériences qui ont eu cours depuis quelques années pour se rendre compte que l'État est le premier financier du logement. Peut-être pour bien faire comprendre, je vais, si vous le permettez, me risquer à un essai de clarification des concepts. Tantôt on parle de l'habitat, tantôt on parle de l'immobilier, et quelquefois on évoque le logement. Et je pense qu'il faut clarifier pour qu'on soit fixé sur le sens des termes qu'on utilise. L'habitat, de manière générale, renvoie au cadre de vie. Tout ce qui permet à un individu de vivre dans un cadre où il a tous les services, dont le logement et tous les services qui sont associés au logement, qui sont la voirie, l'assainissement, de l'eau, de l'électricité, tout ça, c'est l'habitat. L'immobilier, c'est les constructions elles-mêmes, avec globalement 2 pans importants. Vous avez l'immobilier à usage professionnel, qu'il s'agisse des bureaux à usage commercial, ou des hôpitaux, ou des écoles. C'est vraiment un usage exclusivement professionnel. Et nous avons l'immobilier à usage d'habitation. Et là, nous parlons de logement, qu'il s'agisse du logement en toute propriété ou du logement locatif.
Donc voilà les deux points essentiels. On va essayer de faire simple en ne parlant que du logement, c'est-à-dire l'immobilier à usage d'habitation, logement privé. Donc lorsque j'ai fait cette précision, je pense qu'on peut maintenant commencer à discuter là. Alors le panorama général, c'est, comme je l'ai dit, d'abord l'État. On peut se référer aux expériences passées. Pour ceux qui connaissent Yaoundé-Douala, vous avez des références historiques. Vous avez la Cité Verte, vous avez la Cité Biémassi, vous avez Mendon, et aujourd'hui vous avez Olembe. À Douala, vous avez la Cité Sik, à Bassa, vous avez Aquanor avec Makepe et autres, et vous avez Banga Bakoko récemment. Ce sont des programmes importants qui ont coûté des milliers de milliards de francs, quand je remets tout ensemble. Donc on voit bien que l'État est le premier pourvoyeur du financement de l'immobilier. Mais il n'est pas le seul. Lui, il finance à la fois, il finance l'habitat, le logement, les voiries, les infrastructures annexes, il finance tout. Ensuite, vous avez le crédit foncier, qui est exclusivement dédié au financement de l'immobilier. Il finance les acquéreurs, naturellement. Il finance les professionnels du secteur, toute la chaîne, toute la filière, qu'il s'agisse des promoteurs immobiliers, publics ou privés, qu'il s'agisse des acquéreurs, qu'il s'agisse des collectivités territoriales décentralisées, notamment avec un programme dédié aux cités municipales, et même l'État lui-même. Nous faisons des prêts à l'État. Vous avez les banques commerciales qui financent aussi l'immobilier. Mais c'est une activité marginale dans leur service bancaire. À titre d'illustration, si on se réfère à des chiffres de 2018, publiés par la BEAC, je crois savoir qu'en 2018, les banques commerciales ont financé à peu près 18 milliards, un peu plus de 18 milliards de crédits à l'habitat, qui représentent à peine 0,5% de leur crédit à l'économie. À peine 0,5% de leur crédit à l'économie. Donc, sur les 3 600 milliards de crédit à l'économie, cette année, il y a eu à peu près 18 milliards pour l'habitat. Donc, on voit bien que même si elles financent, elles le font de manière marginale, avec des conditions qui vont durer de 7 à 10 ans, des taux d'intérêt qui vont de 7% à 12-14%. Le crédit foncier, lui, il fait des prêts qui vont jusqu'à 30 ans pour les jeunes et dont les taux varient entre 1% à l'État, aux collectivités, à 7%, toute taxe pour tous les autres, donc maximum 7%, ce qui fait une moyenne de 4% de taux d'intérêt. Ça vous donne une idée de ce qui se fait. Mais on ne peut pas parler de financement du logement sans évoquer d'autres acteurs. Nous pensons en particulier à la finance informelle, les tontines, les mutuelles et autres. Il y a des entreprises qui financent des logements d'astreinte pour leur personnel ou qui accordent des facilités pour leur personnel à des conditions souvent avantageuses. On peut aussi citer des mutuelles qui s'organisent pour permettre à leurs membres d'accéder au financement. Et quand on a campé ce décor, on se rend compte que ce qui en découle, c'est que la principale clientèle est celle qui bénéficie des financements formels. C'est à peu près 15% maximum de la population parce que le taux de bancarisation est de 13%. Dans notre système économique, dans notre environnement, 13% des citoyens ont accès aux services bancaires. C'est une contrainte. Et si on introduit l'inclusion financière, qui est une des options politiques du gouvernement, je reviendrai dessus, on passe à 25%. Microfinance et autres services de transfert de fonds et autres, on est autour de 25%. Ce qui veut dire que dans notre environnement, 25% ont accès au système formel, qu'il s'agisse des banques commerciales, des établissements de microfinance ou d'autres formes formelles de financement. Et
on va dire 75% sont exclus de ce système. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'ils ne bénéficient pas de financement. J'ai évoqué tout à l'heure la finance informelle. Et on comprend dès lors que le mode de production de logement, le mode dominant de production de logement au Cameroun est le mode qui correspond à l'autoconstruction ou à la filière informelle. C'est une conséquence structurelle de notre économie. C'est-à-dire que beaucoup de citoyens construisent par leurs propres moyens ou ont recours à l'économie souterraine, c'est-à-dire des masses de ressources que personne ne maîtrise, mais qui sont importantes. Et les études dans la littérature du secteur indiquent que 90% de la construction est le fait de la filière informelle ou de l'autoconstruction. Donc vous comprenez que la problématique de l'accès au financement est intimement liée au taux de bancarisation. Il y a une corrélation évidente avec les modes de production de logement. Donc une fois que j'ai campé cela de cette manière, les contraintes de manière sous-jacente apparaissent. Ça me permet de passer au deuxième point, qui est celle des contraintes au financement. Je vais, avec cette corrélation que j'ai établie, indiquer que l'accès au financement, qui est un métier du logement, mais le financement de manière générale, système bancaire, est un métier extrêmement encadré. Il n'est pas encadré seulement par des règlements et lois nationales. Vous savez qu'on a une monnaie d'usage communautaire, le franc CFA. Et dans cette considération systémique fait que le financement bancaire est réglementé non seulement au plan national, mais au plan communautaire. C'est une conséquence importante qu'il faut prendre en considération. Dans les règlements liés à l'activité de crédit est soumise à de fortes contraintes réglementaires qui renvoient à des choses basiques que tout le monde connaît, comme les hypothèques, comme la quotité saisissable, toutes ces contraintes qui souvent apparaissent comme qui confèrent au système bancaire des clichés qu'on a, qu'on est tatillon, qu'on ne prend pas de risques, etc. Parce qu'au fond, c'est quoi un crédit? Un crédit, c'est étymologiquement un acte de confiance. C'est-à-dire que le système bancaire, je veux décrire son fonctionnement, c'est la collecte de l'épargne. Vous et nous avons des comptes d'épargne où nous mettons de côté. Et le système bancaire utilise ces ressources pour les mettre à la disposition des agents économiques qui en font la demande. Pour le cas précis du logement, les banques offrent des services, mais le crédit foncier aussi, qui parmi ces produits a des comptes d'épargne, met à la disposition de la clientèle ces ressources. Et donc ça veut dire que ces ressources doivent être restituées au terme du processus. C'est une contrainte importante. Sinon, il y a une atteinte à la pérennité de l'activité. Si vous passez le temps à octroyer des crédits et qu'il n'y a aucun retour, vous ne ferez pas une longue carrière. Donc il faut que ces ressources reviennent. C'est pour ça que le législateur encadre étroitement le crédit, parce que c'est une activité à risque. Chaque fois que vous exposez des ressources, vous l'exposez à des risques opérationnels, de toutes sortes d'ailleurs. Donc on a mis un ensemble de verrous pour permettre, un, au client de pouvoir exécuter son projet, deux, de récupérer les ressources pour continuer à octroyer des prêts. Donc c'est une contrainte importante qu'il faut bien comprendre. Ensuite, il y a d'autres contraintes qui ne sont pas liées directement au financement, mais qui contrarient le financement. Par exemple, dans notre pays, il est admis que les revenus sont faibles. Vous avez dans le marché immobilier deux segments importants. Vous avez un segment constitué des revenus confortables qui peuvent aller dans les banques commerciales, qui peuvent s'autofinancer et qui n'ont vraiment pas besoin, à la limite, de financement particulier. Mais
c'est une frange très faible. Vous avez une frange moyenne, qui est constituée de revenus moyens, une classe moyenne, qui peut accéder moyennant des conditions accessibles. Et vous avez la majorité, une catégorie dont les revenus sont faibles, et comme tout citoyen, aspirent à avoir un logement. Mais la modestie de leurs revenus ne leur permet pas d'accéder au logement tel qu'il est construit et planté, parce que les revenus sont... je vais illustrer ça simplement par quelques chiffres. Le SMIC au Cameroun est de 35 000 francs par mois. Ou 36 000. Merci. Si vous voulez offrir un crédit à ce citoyen qui a 35 000 francs de salaire mensuel, en procédant à des simulations, vous ne pouvez lui offrir que 3,5 millions à peine, à rembourser en 20 ans. 3,5 millions à rembourser en 20 ans. Je vous mets au défi de me dire quel logement décent on peut construire dans les conditions économiques actuelles à 3,5 millions. Vous voyez que d'office, c'est une contrainte qui limite l'accès à la faiblesse des revenus. Et c'est aussi en partie lié, c'est itératif, en partie lié au coût des matériaux de construction, qui sont élevés, c'est reconnu. C'est en partie lié au procédé de mise en œuvre. Comment construit-on? Les coûts de construction sont élevés. Je n'insiste pas sur une expérience que tout le monde a certainement faite, c'est le foncier, les risques liés au foncier. Donc vous pouvez citer comme ça une kyrielle de contraintes qui ne facilitent pas l'accès au financement. Et donc qui limitent l'accès au financement. Comme je l'ai dit, qui concerne 15% de la population. Alors, quand on a fait le tour de ces contraintes réglementaires, économiques, sociologiques et autres, vous arrivez à la conclusion qu'une partie de la population est exclue du système. La grande majorité a accès à un système souterrain que personne ne maîtrise, parce qu'on n'a pas de statistiques là-dessus. Et que fait-on dans ces conditions? Qui peut-on financer et comment peut-on financer? Là, ça renvoie aux solutions mises en œuvre par le gouvernement, aux solutions mises en œuvre par le Crédit foncier lui-même. S'agissant du gouvernement, si on se réfère au document de stratégie, on voit bien qu'il y a une préoccupation pour produire les logements en masse. C'est-à-dire que notre système aujourd'hui, c'est l'autoconstruction, mais il faudrait que les promoteurs puissent construire les logements en grande quantité. Donc, l'une des solutions, c'est pouvoir produire en masse avec des coûts bas. À côté de cette production de masse, il y a naturellement une nécessité d'avoir des financements à la hauteur de ces ambitions. Donc, il faut avoir une industrie financière capable de soutenir la production de masse. Si on veut se projeter à l'horizon 2035, pays émergents. Ça veut dire que nous devons avoir des acteurs capables de porter cette ambition, dont des acteurs organisés. C'est-à-dire que toute la chaîne de valeur doit pouvoir contribuer à ces objectifs. Ça veut aussi dire que tous les exclus du système doivent pouvoir trouver leur compte. D'où l'idée de l'inclusion financière, l'option politique de l'inclusion financière. Tel qu'on l'a vu, ce sont les revenus formels seuls qui peuvent accéder au système bancaire. Comment intégrer le système informel ou les petits revenus? Des pistes de réflexion sont engagées. Nous avons pris à bon compte l'option du gouvernement de densifier le tissu des établissements de microfinance qui sont les plus proches de ces profils.
Et nous avons, au Crédit Foncier, mis au point une contribution, une convention, autant pour moi, de collaboration avec les établissements de microfinance. Nous avons sélectionné, avec le concours du ministère des Finances, une dizaine d'établissements avec lesquels nous avons expérimenté la mise à disposition d'une ligne de crédit pour permettre de toucher ces catégories qui sont leurs clients généralement et pour lesquels ils ont une meilleure maîtrise en termes d'accompagnement, en termes de connaissances. Et donc, par cette collaboration, nous pensons pouvoir atteindre une frange importante des exclus. Je peux d'ailleurs annoncer qu'à Douala, nous avons une expérience avec les mototaxis qui va être lancée d'ici la fin de l'année avec le concours d'ONU Habitat, du ministère de l'Habitat, du développement urbain et le Crédit Foncier. Une convention en cours de préparation pour appuyer à travers une microfinance cette catégorie. Cela permettra de généraliser cette démarche. Il y a également une réflexion sur les coopératives d'habitat, qui sont des mutuelles rassemblant des petits revenus, qui permettent de compenser le risque individuel par l'approche mutuelle, c'est-à-dire que la personne morale se fait caution du groupe et permet de distribuer, comme cela se fait dans l'informel. En fait, nous essayons de nous approprier les mécanismes du secteur informel pour pouvoir atteindre ces catégories. Donc ça, c'est vraiment dans la ligne des options du gouvernement. Donc je peux évoquer beaucoup de choses, mais je crois qu'il vaut mieux s'arrêter là. On va peut-être s'arrêter là. Et permettre aux uns et aux autres de poser des questions. Je pourrais, de manière spécifique, approfondir les différents aspects. Merci, Monsieur le Directeur Général, pour ces premiers éléments qui vont peut-être revenir sous la forme des questions. On sera parfois obligé de vous amener à vous répéter, parce que les détails sont très importants. Peut-être pour ouvrir cette phase consacrée aux échanges, lorsque nous écoutons Monsieur le Directeur Général du Crédit Foncier du Cameroun, qui parle de nos revenus qui sont suffisamment faibles, avec ces contraintes qui ne nous permettent toujours pas d'accéder facilement au financement, et qu'en même temps on présente le crédit foncier comme né avec des notions telles que l'habitat social, la solidarité nationale. Monsieur le Directeur Général, est-ce qu'on n'est pas dans une sorte de contradiction entre ce crédit foncier qui est né sur la base sociale et ces gains peu qui sont nombreux, qui sont malheureusement à la fin exclus? Il n'y a pas de contradiction puisque je vous dis que la mission principale du Crédit Foncier, c'est de financer le logement social. Peut-être qu'il faut commencer par illustrer ce que c'est que le logement social. Allez-y, Monsieur le Directeur Général. Dans l'imagerie populaire, le logement social, c'est le logement, entre guillemets, qui coûte moins cher. Je vous ai dit tout à l'heure que les coûts de construction sont élevés au Cameroun. Vous avez rarement des logements logements décents, j'entends. Je prends le cas de l'Aimé, qui est un très bon exemple. Le gouvernement a mis à la disposition des citoyens, puisque le projet est en cours, des logements, des appartements dont la moyenne de prix varie entre 17 et 20 millions. Donc qui sont à la portée des revenus moyens. 17 millions? Vous pensez que c'est à la portée des revenus moyens? On va dire moyens, j'exagère peut-être, mais je veux dire, les coûts de logement, les coûts de logement sont de 50 millions. Donc on voit que des logements construits à 50 millions sont mis à la disposition à 17 millions. Ça veut dire que l'État a subventionné pratiquement 33 millions. Dans le logement social, ce que je veux mettre en exergue, ce n'est pas forcément le logement qui coûte moins cher, c'est le logement dont une partie des coûts a été pris en charge par l'État. Soit en termes de subventions directes, soit en termes de fiscalité, soit en termes de financement, parce que financer à 4%, ce n'est pas donné. Je voudrais signaler que nous avons les meilleurs taux en Afrique. Les meilleurs taux en Afrique. Bon, on peut faire peut-être mieux, mais on a les meilleurs taux pour le moment. Donc, quand on dit logement social, c'est un concept en construction. Il y a des incitations que l'on met en place au fur et à mesure pour permettre de rendre accessible. Je vous ai parlé tout à l'heure des mesures prises pour réduire encore les coûts. Nous avons un programme avec le Mindu et Simencam
sur un concept qu'ils appellent briques terre. C'est-à-dire qu'avec le ciment et la terre, on va pouvoir réduire les coûts de son pour les amener à 10-12 millions. Ça, c'est déjà à la portée des revenus moyens, je pense. Donc c'est un concept, peut-être pas élastique, mais dont il faut bien maîtriser le contenu. Et donc, 80% de nos ressources sont dédiées à cette catégorie. 80% au plan réglementaire. Peut-être que dans la pratique, il arrive que ces logements soient acquis par des gens qui soient plus fortunés. Et ça me permet d'aborder une contrainte structurelle qui n'est pas toujours perçue. Vous savez, dans un marché où la pénurie de logement fait que tout ce que vous mettez sur les marchés, ce sont les revenus confortables qui les prennent. Ce qu'on appelle un effet d'éviction. C'est-à-dire que vous construisez le logement à 10-15 millions pour une catégorie, mais des catégories plus nanties les acquièrent parce qu'il n'y a rien sur le marché. Ce qui veut dire que si vous voulez absolument atteindre les faibles revenus, il faut aussi offrir à ces catégories des logements pour qu'ils permettent à ces faibles catégories d'accéder au logement. C'est une contrainte structurelle sur laquelle je crois que le gouvernement travaille également. Donc, je confirme bien que la majorité de nos clients est constituée de fonctionnaires, de petits salariés, et que c'est peut-être 20% qui ont des revenus au-dessus. Monsieur le directeur, est-ce que vous les voyez, ces Camerounais qui sont passés par le crédit foncier, qui ont accès au logement aujourd'hui? Nous sommes dans un pays qui crie tous les jours le déficit de logement. En même temps, vous avez une structure qui chaque mois ne souffre de rien du tout, parce qu'on prélève à la source les contributions des fonctionnaires. Donc, on peut imaginer qu'il y a de la liquidité de ce côté, mais en même temps, le pays se plaint du déficit. L'intérêt de cette conférence, c'est qu'on ne fera pas dans la langue de bois. Absolument, monsieur le directeur. Et je vous remercie d'aborder les questions de cette manière. Vous parlez d'une question qui est sur liquide. Savez-vous que les besoins en financement s'élèvent à des centaines de milliards par an? Et que le potentiel de la contribution du crédit foncier représente à peine 30 milliards par an, au plan théorique, c'est-à-dire ce qu'on est censé collecter auprès des salariés et de la masse salariale des entreprises, à peine 30 milliards. Donc, dès le départ, il y a un déficit structurel qui fait que, même si on mettait à disposition ces 30 milliards, on ne règle pas tous les problèmes. Première observation. La deuxième, je l'ai indiqué de manière tout à fait... C'est que, à moins de faire des subventions, je vous ai dit tout à l'heure que vous prenez un salarié qui a le SMIC à 35 000, à taux zéro, il ne peut avoir que 3,5 millions, avec une quotité de 12 000 ou 13 000 francs par mois. Vous prenez un salarié qui a 100 000 par mois, il ne peut prétendre qu'à un crédit de 10 millions, remboursable en 20 ans, à taux zéro, j'explique. Remboursable en 20 ans, avec une, je crois, 20 ans, 10 millions, ça fait à peu près 40 000 francs, 40% de mensualité, à peu près 40 000 francs chaque mois qu'il doit prendre. Donc vous comprenez que la question de l'accès au financement est intimement liée au coût de construction de logements. C'est-à-dire que le revenu nominal n'est pas un bon indicateur. Il faut le rapporter, en termes absolus, ce n'est pas très pratique. Il faut le rapporter au coût de la vie ou au coût de construction. Je prends un exemple. Dans un pays, vous avez des logements construits à 10 millions. Un T3 qui a 90 mètres carrés, 60 mètres carrés, je ne sais pas. Et vous avez le même logement construit dans un autre environnement à 20 millions. Pour les mêmes financements, vous offrez plus de logements à l'un qu'à l'autre. Je prends l'exemple du crédit foncier.
avant la pandémie, nous étions à une moyenne de 20 milliards à peu près de crédits d'engagement offerts chaque année, jusqu'en 2019, je crois. Le logement moyen, selon nos statistiques, tourne autour de 20 millions. Avec 20 milliards de crédits de loyer, vous avez à peu près, on va dire, 1000 logements. Imaginez qu'on divise le coût de construction par 2, on multiplie le nombre de logements. Donc, vous voyez que c'est relatif. Donc, le financement en soi ne peut pas seul régler la question de logement. Il faut y coupler d'autres mesures pour réduire les coûts de construction et donc les facilités d'accès au logement. Donc, c'est en ces thèmes qu'on doit bien comprendre la problématique. Pour dire que le financement, il existe. Le contexte est difficile, parce que le matériau de construction, ce n'est pas évident. Avant d'ouvrir la phase des questions avec le public tout à l'heure, est-ce que dans ce raisonnement, on n'est pas tenté d'imaginer qu'après plusieurs décennies d'existence, peut-être que la raison d'être du crédit foncier est mise en interrogation? J'aurais dit l'inverse. J'aurais dit l'inverse. C'est-à-dire que le crédit foncier a été créé dans les années 77, dans un contexte, et qui montre que la question du logement ou du financement du logement est une vieille question. Si le crédit foncier a été créé dans les années 77, c'est bien parce que le gouvernement a senti un besoin. Comparer le contexte de 77 au contexte d'aujourd'hui, c'est un gap énorme, c'est un abîme entre les deux. Peut-être faudrait-il qu'il s'adapte au contexte d'aujourd'hui. Très bien. Et là, vous avez raison. Il faut, je ne l'ai pas développé suffisamment, il faut maintenant que, et je crois que c'est l'option du gouvernement, il faut maintenant voir non seulement le modèle économique du crédit foncier lui-même, mais tout le modèle du système, de la filière. Comment produire des matériaux qui soient accessibles? Quel procédé de construction mettre en place pour avoir des logements à 10 millions, 7 millions? Comment atteindre les couches qui sont exclues? Et de ce point de vue, je l'ai signalé, il y a beaucoup de réformes en cours. J'ai cité quelques-uns en ce qui concerne le crédit foncier, mais je peux aussi citer 2 études qui sont menées par le Comité national économique et financier, la BEAC, qui réfléchit sur le développement du système bancaire dans son ensemble, pour qu'on puisse soutenir plus l'économie, y compris l'immobilier. Il y a également une réflexion en cours sur la création à terme d'un marché hypothécaire pour rendre plus accessible le crédit hypothécaire. Je ne l'ai peut-être pas suffisamment souligné, mais le financement de l'immobilier a quelque chose de spécifique. C'est un financement de long terme. C'est très différent du financement de consommation des banques classiques, au crédit scolaire, achat véhicule ou autres électroménagers. Là, c'est des ressources de long terme. C'est-à-dire que vous les octroyez, mais le retour est très lent parce qu'il s'étale sur 20 ans, sur 30 ans. Donc, c'est quelque chose d'assez spécifique et c'est pour ça qu'il est bon de bien présenter les contraintes et les défis de ce secteur, pour comprendre que la question du logement est une question universelle, elle n'est pas propre au Cameroun. Pour ceux qui sont curieux, ils peuvent voir dans tous les pays du monde, ce sont des préoccupations gouvernementales, l'accès au logement. Merci, monsieur le directeur général. Je vais vous permettre de prendre un verre d'eau et question également à nos hôtesses de prendre le contrôle du micro qui va faire le tour de la salle tout à l'heure. On prend une petite respiration. Le monde nous plonge dans le doute. Mais avons-nous raison de douter? Si les infrastructures construites aujourd'hui apportaient le développement à nos régions, si l'ouverture économique au monde s'élargissait, si plus de ponts étaient dressés entre nos cultures, et si on avait tort de douter? Plus que par le passé, notre gouvernement, à travers la stratégie nationale de développement 2020-2030, affiche une volonté qui nous amène à voir plus loin pour célébrer autant que nous sommes la grandeur et l'unité de notre pays. Le Cameroun a besoin de sa jeunesse.
pleine d'idées, de rêves à concrétiser et prête à servir. Citoyens et institutions, retrouvons-nous à la 10e édition du Salon de l'Action gouvernementale SAGO, du 25 au 31 juillet 2021, au Palais des Sports de Yaoundé. Pour plus d'informations, contactez le cabinet événementiel Mon Communicateur, mandataire du gouvernement. Salon de l'Action gouvernementale, la vitrine du Cameroun. La première, c'est encourager, n'est-ce pas, les organisateurs du SAGO. Le SAGO doit être pérennisé. C'est une initiative à renouveler. Parce que les gens n'ont pas toujours le courage d'aller dans les administrations. Cela démontre que le citoyen a à cœur de savoir ce qui se passe dans les affaires de la cité. La fiscalité n'est pas en marge de l'action gouvernementale. Le Cameroun ne peut pas être un pays émergent sans les sciences. Le gouvernement a besoin de l'appui de ces PME. Le SAGO était pour nous une opportunité à saisir. Montrer aux populations ce que nous faisons. Non seulement de faire bien, mais de pouvoir le dire. Dire ce que nous faisons de bien. De retour donc dans cette salle du Palais Polyvalent des Sports, monsieur le directeur général du Crédit Foncier du Cameroun, vous aurez enregistré tout à l'heure quelques questions du citoyen ordinaire. Avant de donner la parole au citoyen ordinaire, un des aspects évoqués dans le cadre du financement de logement concerne les collectivités territoriales décentralisées. Nous sommes en pleine décentralisation. Y a-t-il un terrain assez fertile de ce côté pour rester sur le terrain? Il y a un terrain plus que fertile, très porteur. Parce qu'il faut revenir à l'armature urbaine dans le pays. C'est une caractéristique propre au Cameroun. Vous avez 2 villes millionnaires, qui ont plus de 2 millions d'habitants. On est dans les 3 millions, 4 millions. Et nous avons une vingtaine de villes de plus de 100 000 habitants. C'est une armature assez équilibrée qui est une caractéristique du Cameroun. D'ailleurs, vous avez des grandes villes et des petites bourgs. Et donc, vous avez des pôles où le problème de logement se pose avec beaucoup d'acuité. Pour l'instant, Yaoundé et Douala, pendant longtemps, ont aspiré tous les moyens pour faire face à la crise du logement. Et on se rend compte que l'arrière-pays se dépeuple et que les activités économiques souffrent de l'absence d'infrastructures d'accueil, en particulier de logement. C'est ainsi que, sous la voie du gouvernement, nous avons formulé une réponse à cette préoccupation en mettant en place avec le FECOM une ligne de crédit pour soutenir les collectivités des villes moyennes qui peuvent donc construire ce qu'on appelait des cités municipales. Nous avons, au cours des 6 dernières années, développé une ligne de crédit de 10 milliards qui a été épuisée au bénéfice de 24 communes. Et nous avons, avec l'accord du conseil d'administration du Crédit Foncier et du gouvernement, mis en place cette année, je crois au mois d'avril, une ligne de crédit de 20 milliards pour les 5 prochaines années. Et on a déjà octroyé, je crois, 2 ou 3 TD à des communes et le processus se poursuit. Donc c'est pour dire que c'est un besoin important qui va au-delà du besoin fondamental de l'individu qui est de se trouver un abri et de permettre à sa famille de se développer. Parce qu'au-delà de cela, la ville, c'est un foyer économique, c'est un foyer de production, de création de richesses. Donc, si vous n'avez pas des agents économiques capables d'animer une économie locale parce qu'ils ne peuvent pas loger, la ville ne crée rien. Donc, ces communes, elles sont de plus en plus nombreuses, peuvent aujourd'hui avoir des cités municipales de 15, 20, 30, 40, 50 logements pour loger au moins les acteurs économiques clés qui fixent ainsi les revenus qu'ils ont et qui génèrent une économie locale. Donc, vous voyez que ça va au-delà de la simple question du logement de l'individu. Il y a un enjeu économique derrière tout cela. Et donc, comme je l'ai dit, c'est plus qu'un secteur porteur, c'est vraiment le secteur clé de l'avenir parce que ça va stabiliser et permettre aux villes de jouer leur rôle économique. Très bien. Nous allons prendre une première série de questions. Je vais demander aux uns et aux autres d'être précis et concis. Le micro, on commence justement par le monsieur juste en face. OK, thank you. Je vais parler en anglais. Je pense que le DG va comprendre. I heard the good presentation you've done.
What we have observed with the loans, of the house loans with Crédit Foncier, is that they focus attention specifically to government functionaries, the civil servants. Whereas Cameroon, the population, we're about 25 million inhabitants now, and the private sector constitutes a greater majority. Mm-hmm. And then the informal sector also has about 70%, as we were saying. Government sector. Now, Crédit Foncier, I heard what you said, that the housing policy is to facilitate lodging, low-cost housing to all Cameroonians. But what we realize that the policy, the strategic formulation to design low-cost houses has not been contextualized at the Cameroonian level, because when you talk of 17 million for a low-cost house, I think an average Cameroonian can only have a home for those of 200,000, the military or police is 200, 250,000. They can only afford for about 7 million or 6 million. So in the policy you are going to design for the future plan of Cameroon to help Cameroonians, you should review it either by reducing and also to facilitate the acquisition of loans from workers of the private sector. Otherwise, I'm afraid that Crédit Foncier will only be contented with helping civil servants, and the rest of the people will be observing, whereas their pay slips, the bulletin, they have that rubric there of Crédit Foncier deduction. Thank you. Merci, monsieur. Une autre question rapidement. Partir de 3 serait bien. Je m'appelle Elie Mbogo. Je suis chargé de la vulgarisation des matériaux locaux à la Mipromalo dans la structure qu'on appelle l'OMAP, Local Materials Promoters. Je suis en train de me demander si on ne peut pas faire du crédit foncier un acteur qui promeut la consommation le consommé camerounais, quoi. Parce qu'en dehors de grandes villes, je suis en train de me dire que le Cameroun, Afrique en miniature, donc constituant les 5 grands groupes ethniques de l'Afrique, devrait être fier de ce que nous avons prévu, le changement de climat. Et à ce moment-là, je crois que la construction terre, non seulement va nous protéger contre tout ce mauvais climat, mais aussi ça va permettre qu'on puisse avoir les logements partout à vil prix. À moindre coût. Merci beaucoup, monsieur. La promotion des matériaux locaux qui vient s'ajouter à la question des orientations des financements. Est-ce qu'on s'adresse seulement aux fonctionnaires et les autres? Oui, une préoccupation. Monsieur Nicolas Abenan, membre du club Dias Invest 237. Monsieur le directeur général, merci Jean-Jacques de me donner la parole. J'aimerais savoir si vous avez une offre dédiée à la diaspora. Si oui, comment se décline-t-elle? Merci. Merci beaucoup Nicolas. Monsieur le directeur général, on va vous permettre de répondre à ces préoccupations. Mr. Napoleon, okay, thank you, sir. In fact, it was not a question, it was a suggestion, I think. It was a suggestion to design housing so that you have housing with low cost available to people who have small revenues. I say that was the option of the government, and you are fully right. If you want to allow people to access to housing, you need to provide low-cost housing. And this is one of the strong ideas of the national strategy of housing. So I agree with you, but you should know that our proposal is not to design houses. Our proposal, as I said, is to finance them. Because you have, among our customers, all the stockholders, the developers, in fact, they are the one who can design houses, adequate housing for low-cost income. So we take it into consideration, but as I told you, it is one of the
the project in the pipe with the government. L'affectation des matériaux locaux. C'est une question, je ne suis pas spécialiste, hein, mais vous savez, l'avantage du financier, c'est que c'est un peu comme le curé du village, tout le monde le fréquente. Donc, il connaît les problèmes des clients. J'ai eu le privilège d'assister à des expériences de logement témoins, où on a introduit de nouveaux matériaux. Vous avez dû voir des matériaux en polystyrène, des matériaux en plaque, enfin, toutes sortes de choses. Mais nous avons un attachement viscéral à notre vieille brique, qui fait que les gens ont du mal à considérer qu'un logement qui n'est pas fait en parpaing de ciment est un logement sécurisé ou confortable. Au-delà des questions de normes, qui sont une vraie contrainte. Donc, moi, j'ai vu déjà cité, de manière anecdotique, hein, j'étais à l'époque au ministère, on nous a présenté un bâtiment témoin, je crois qu'il y en existe encore dans la ville, où des gens cognaient sur les parois, qui sonnaient creux en disant « mais on n'est pas en sécurité dans cette affaire ». Donc l'introduction de nouveaux matériaux pose un problème sociologique. Certainement qu'il faut faire de la sensibilisation. Mais pour revenir aux matériaux locaux de construction, je voudrais vous rappeler, je suppose que vous vous souvenez, il y a quelques années, certainement un peu plus de 6 ou 7 ans, je ne me souviens plus, la question de la vulgarisation des matériaux locaux a préoccupé le gouvernement au plus haut point. Au point que le Premier ministre du gouvernement avait signé un décret demandant aux administrations publiques de montrer l'exemple de l'utilisation des matériaux de construction en construisant les bâtiments jusqu'à R+1 ou 2, je crois, par des briques de terre. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça. On a bien vu ce qui s'est passé. Donc, la prise n'est pas facile. Parce que changer comme ça d'habitude, ça demande une démarche particulière, et je crois. Mais je vais donner un autre exemple. À l'époque, je crois, l'ami Promalo et le Maïtu avaient des programmes où on essayait de promouvoir la brique de terre. Et je crois la mission de coopération française, du côté d'un Volier, il y a des bâtiments de la coopération française après l'évêché. Ils ont fait un mur en brique de terre. Mais après les premières pluies, les briques ont commencé à s'effriter. Ils ont dû mettre, je ne sais pas comment vous appelez ça, une espèce de longrine en béton pour protéger le ciment. Le mur. Alors, l'anecdote, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que c'est vrai, on construit en brique de terre partout. Ça fait des siècles. Dans nos villages, on a des églises construites depuis les années avant la colonisation. Donc, il y a une question de normes. Et je pense que l'ami Promalo, certainement, a dû mettre au point des normes, mais comment vulgariser cela pour qu'il y ait une production? Donc, ça pose le problème de l'appropriation de ces formules et la production. Ce n'est pas l'ami Promalo qui va produire, elle peut le faire, mais il faut des acteurs privés, des hommes d'affaires, des investisseurs qui pourraient donc produire à grande quantité ces matériaux. Et c'est cette problématique, je crois, que le gouvernement essaie de régler pour qu'on puisse avoir des matériaux de construction. Je crois que l'ami Promalo a une avance sur ce projet-là avec une cartographie de la nature des sols et autres, si j'ai bonne mémoire, pour permettre de produire des matériaux à grande échelle et donc avoir des logements abordables. Donc, je ne sais pas si je répondais à votre question, mais je pense que c'est un peu ça la problématique. Maintenant, la diaspora, là aussi, c'est une question... nous avons fait un exposé il y a quelques semaines à l'Assemblée nationale, à la demande d'ailleurs du réseau diaspora. Et nous avons présenté ce que le gouvernement fait à travers le crédit foncier pour la diaspora. La diaspora a 2 préoccupations. D'abord la distance, donc il ne réside pas sur place pour pouvoir suivre son projet. Donc l'éloignement est une contrainte difficile. Et il n'a pas d'interlocuteur de l'autre côté. Nous avions à l'époque une agence qui a
mis la clé sous le paillasson pour diverses raisons, je ne revenais pas dessus. Mais aujourd'hui, nous avons des représentants qui sont des intermédiaires entre la clientèle de la diaspora et nous. Et tant bien que mal, on essaie d'accompagner la diaspora. Nous avons fait des campagnes de sensibilisation, des salons, et nous avons mis au point des projets qui les intéressent en particulier. Il y a 2 projets qui les intéressent, le foncier classique, qui est un prêt destiné à la résidence, et puis le foncier locatif pour les immeubles à usage pour le locatif. Les contraintes qu'on rencontre, c'est le fait que, je prends un exemple, les pièces que nous demandons ici ne sont pas les pièces qui sont délivrées par les administrations de l'autre côté. Mais on a essayé de contourner toutes ces difficultés. Et aujourd'hui, nous avons une clientèle de la diaspora qui est satisfaite de ce qu'on fait et qui s'investit. Nous sommes allés plus loin. Nous avons aujourd'hui des promoteurs immobiliers qui sont de la diaspora et qui, selon la formule qu'on a imaginée, est capable d'offrir le produit qui correspond le plus à leurs besoins. Parce qu'ils sont dans des environnements où le niveau d'exigence est beaucoup plus élevé. Nous, on est encore à des logements décents, ils veulent des logements confortables, compte tenu de leur niveau de revenu. Mais aujourd'hui, nous avons des promoteurs qui sont de la diaspora et qui essayent de s'investir pour produire des logements qui correspondent à leur goût. Donc là aussi, le gouvernement est attentif, parce que c'est des citoyens comme tous les autres, et non pas qu'il y ait une discrimination, mais nous aménageons des critères pour qu'ils puissent accéder au logement. Merci, monsieur le directeur général. Nous avons quelques contraintes horaires liées à la nature de ces conférences, comme on vous l'a dit, qui sont calquées sous le modèle d'un programme télé qui sera d'ailleurs diffusé ce soir sur les antennes de la télévision nationale et les chaînes partenaires au Salon L'Action gouvernementale. Monsieur le directeur général, question pratique. Le crédit foncier est-il présent sur l'ensemble du territoire national? Est-ce qu'il va vers le Camerounais qui est demandeur ou il faut forcément faire le long déplacement? Nous avons un réseau implanté dans les 10 régions, mais implanté dans les chefs-lieux des régions. Évidemment, ça pose un problème de maillage du territoire, parce que si tous les clients de la région du centre doivent venir introduire leur dossier à Yaoundé, vous comprenez que ça pose un problème de déplacement, si on ne considère même pas les questions d'encadrement. Donc, il y a certainement des clients qui nous échappent, faute de possibilité d'avoir accès à un guichet. Et tout à l'heure, je vous ai dit que, s'alignant sur la stratégie nationale de développement 2030, il y a un effort qui va être fait pour essayer d'atteindre toutes les couches. Aujourd'hui, vous avez des pratiques, des bonnes pratiques qui vont certainement permettre de développer cette approche, d'atteindre des clients, des points de vente simples comme des kiosques, qui permettaient d'atteindre des gens des profils de type représentant qu'on a à l'étranger pour permettre de capter la clientèle. Vous avez des formules type par les réseaux. Donc aujourd'hui, nous sommes en train de nous outiller du point de vue de l'équipement informatique pour pouvoir offrir des produits en ligne. C'est-à-dire que quelqu'un peut, j'espère que le projet est en cours, qu'il va aboutir rapidement. Peut-être que je n'aurais pas dû l'annoncer parce que c'est trop tôt. Et donc nous voulons pouvoir offrir des crédits en ligne, de telle sorte qu'on n'ait pas besoin de se déplacer. L'heure à la digitalisation, et nous pensons que l'expérience client via la digitalisation est aussi un vecteur important pour pouvoir rendre accessibles nos produits. Merci, monsieur le directeur général, d'avoir pris votre temps pour venir répondre aux questions des Camerounais, lesquelles questions, certaines restent encore d'actualité. Ceux qui ont de la possibilité peuvent faire le déplacement du village du Sago. Un stand du Crédit Foncier est ouvert et le personnel vous attend au quotidien pour répondre aux différentes préoccupations que vous pouvez avoir. Faites simplement le déplacement
du SAGO et rapprochez-vous de ces représentations du Crédit foncier du Cameroun, comme M. le directeur général l'a dit, sur l'ensemble du territoire national. À votre suite, on dira merci à Mme Ondoa Hermine, qui est directrice communication et marketing au Crédit foncier du Cameroun, qui vous a accompagné. M. Dikoum Ernest, qui est directeur d'agence du centre. Ça tombe bien, vous pouvez rapidement et directement le rencontrer. M. Ntamak Maop, qui est sous-directeur de marketing suivi du réseau, qui est également dans la suite de M. le directeur général, tout comme M. Ebon André, conseiller technique numéro 1, M. Mouen Stéphane, directeur du Crédit, et les autres membres de la délégation qui accompagnent M. le directeur général du Crédit foncier du Cameroun. Merci à vous d'avoir regardé à la télévision. Merci à ceux qui ont fait le déplacement. M. le directeur général, infiniment merci. Permettez que je remercie quand même l'audience, après avoir supporté ces exposés parfois techniques. Mais je voudrais, pour être plus pratique, les inviter à passer au stand. Nous avons une curiosité qui est un simulateur qui vous permet vous-même d'essayer d'évaluer votre capacité d'endettement. Je crois que ce sera très édifiant pour eux. Donc je remercie une fois de plus le donateur pour cette opportunité. Et pour le public qui est là, la visite guidée du stand sera conduite par M. le directeur général lui-même. Merci d'avoir regardé. Merci d'être toujours présent à ces conférences du SAGO.